Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première webconférence organisée par le Biocube Institute de Tours. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Biocube est une structure conçue par l'Université de Tours et le groupe IMT comme une mini-usine de bioproduction dans le but de dispenser des formations en situation professionnelle, participer à l'accompagnement des équipes de recherche et pour mettre à disposition des équipements industriels dans un environnement GMP-like pour réaliser des essais de bioproduction. Je me présente, je suis donc Francis Poisson, je suis le directeur du Biocube Institute et j'ai le plaisir d'organiser cette webconférence avec Charlie Blanc sur une initiative du professeur Vattier, coordinateur de... Petit écho. Je laisse la parole à Charlie pour le déroulé de la conférence. Merci Francis, bonjour à tous. Donc, je suis Charlie Blanc, chargé de mission pour la RD Biomédicaments en région Centre-Val de Loire. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette première conférence du Biocube Institute sur les vaccins ARN. Donc, cette conférence a été organisée avec la participation de la dynamique biomédicaments en Centre-Val de Loire, de l'association Groupe IMT, du LABEX MabImprove, de la fondation Philippe Maupas et de l'Université de Tours. Donc, concernant le déroulé de cette conférence, il y aura 45 minutes de présentation par le professeur Chantal Pichon, suivi d'un temps d'échange. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de la présentation, directement par visio ou via le chat. Nous pourrons relayer vos questions. Donc, je vous informe également, vous avez pu le voir, que cette conférence est enregistrée. Donc, merci de bien vouloir couper votre caméra pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être filmés. Et le replay sera à disposition ensuite sur le site internet du Biocube Institute et sur la chaîne YouTube du groupe IMT. Donc, pour cette première webconférence du Biocube Institute, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Chantal Pichon. Chantal, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Chantal Pichon, vous êtes professeure de biologie moléculaire et cellulaire à l'Université d'Orléans, spécialisée dans les thérapies innovantes. Vous êtes responsable d'équipe au sein du Centre de biophysique moléculaire du CNRS et travaillez sur l'utilisation des ARN en thérapeutique. Donc, nous l'avons vu, depuis la crise Covid, de nouvelles stratégies thérapeutiques ont vu le jour, les fameux vaccins ARN. Ce nouveau modèle vaccinal suscite beaucoup d'interrogations auxquelles vous allez nous apporter un certain éclairage scientifique. Qu'est-ce qu'un vaccin ARN? Comment est-il fabriqué? Comment fonctionne-t-il? Chantal, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, mais avant de commencer, j'aimerais remercier bien évidemment le docteur Hervé Vattier qui a proposé cette conférence et bien sûr Biocube Institute avec Francis Poisson comme directeur, tous les organisateurs autour de cette conférence et Charlie Blanc, que je n'oublie pas, qui a été vraiment efficace pendant cette organisation. Donc, je vais présenter, partager mon écran. Voilà. J'espère que ça marche. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des explications sur ces vaccins ARN, comme le titre que nous avons choisi avec Charlie, vers une nouvelle ère de la vaccination. Charlie m'a brièvement introduit tout à l'heure, mais permettez-moi juste de rajouter quelques compléments. Donc, effectivement, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Biologie cellulaire, cible thérapeutique et thérapie innovante, une grosse équipe de 5 groupes thématiques que je co-dirige avec Hélène Benedetti. Et je dirige ce groupe qui s'appelle Thérapie innovante et nanomédecine. Avec notre but, c'est vraiment de... Il y a un problème d'écho. Comment doit-on faire?
le but, c'est d'optimiser la structure, la production et la délivrance des acides nucléiques en concevant des stratégies innovantes pour leur production et leur formulation. Alors, je ne rentre pas dans les détails, je vais juste vous montrer quelques réalisations que nous avons effectuées au sein de mon groupe. La mise au point d'un vecteur pour ADN qu'on appelle PTG1, qui a été licencié et commercialisé par un start-up, une PME qui s'appelle Polyteragène. Et en fait, cette licence une licence a été donnée exclusivement à Généton et sa boîte de bioproduction Hyposkisi pour la production des vecteurs viraux pour les essais cliniques du Généton. Nous avons bien évidemment aussi travaillé sur les transferts d'ARN messager et on a mis au point un vecteur, c'est un hybride polymère lipide pour l'injection IV de vaccins ARN antitumoraux et aussi pour la délivrance locale de régénération osseuse. Et c'est vraiment grâce à nos premières publications que j'ai eu la chance de rencontrer Ugur Sahin et Katalin Kariko qui me suivent et je leur suis éternellement reconnaissante. Et là, on a aussi, bien évidemment, la bioproduction d'ARN messager, dont je vais en parler plus tard, et c'est grâce à l'ARD 2020 biomédicaments que j'ai pu le démarrer. Alors, le sommaire de cette présentation, ça va être suivant. Voici notre vaccin ARN. Donc, c'est de l'ARN messager qui est modifié à l'intérieur d'un nanoparticule de lipides. Je vais répondre à la question, qu'est-ce qu'un vaccin ARN? Comment est-il fabriqué? Comment fonctionne-t-il? Et quelles sont les applications thérapeutiques de cet ARN messager en plus de la vaccination? Donc, je m'excuse pour certains, j'essaie juste de donner un peu le maximum de définitions. Alors, voilà l'ARN messager. Donc, c'est un acide ribonucléique, donc vous le voyez, c'est une macromolécule qui joue vraiment un rôle essentiel dans chaque être vivant, donc c'est codé à partir de l'ADN, donc il y a une transcription. Et en fait, cet ARN messager, son rôle, c'est de transporter l'information génétique à partir de l'ADN pour produire des protéines. Et ça, c'est vraiment en fait, la molécule fonctionnelle de tout être de la cellule. Donc, les ribosomes, c'est la machinerie, je le montre ici, à partir desquelles cet ARN messager est lu. Et il y a, comme vous le voyez, une traduction du code génétique en acides aminés que composent nos protéines. Un peu d'histoire par rapport à cet ARN messager. Donc, ça ne date pas d'hier, en fait. Hein. La découverte de l'ARN messager, elle a eu lieu en 1961. Et on peut être fier parce que 2 de nos prix Nobel, François Jacob, en fait, en tout cas, François Jacob a identifié et également François Gros, sur cette molécule qui a été caractérisée comme instable, en fait, à partir de différents types d'expériences qu'ils ont effectuées sur les bactéries. Mais la première découverte de cet ARN messager, c'était dans le virus du tabac. Ensuite, en 1969, on a commencé à savoir faire ce qu'on appelle une transcription in vitro. L'ARN polymérase qu'on va utiliser pour produire cet ARN a été commercialisé en 84 et 85. Et après, le premier transfert in vitro et in vivo des ARN a été en fait publié et par Malone et ses collaborateurs, Wolf et ses collaborateurs. Et on l'a un peu oublié, mais nous avons aussi un Français, c'est Martinon, qui a montré ceci en utilisant des liposomes. Un grand point qui est très important dans toute cette histoire sur l'ARN messager, c'est la découverte des nucléosides modifiés par Katalin Kariko. Et je vais en parler plus longuement tout à l'heure. Et depuis 2008 jusqu'à 2020, nous avons en fait le groupe de Ugur Sahin et sa femme Özlem Türeci, plus Drew Weissman et différents groupes dans le monde, dans effectivement nous, ont vraiment démontré l'intérêt de cet ARN messager, et notamment dans les vaccins anti-cancer. Et bien sûr, l'application clinique de ces vaccins anti-SARS-CoV-2 a mis en lumière l'importance de cette ARN, modalité thérapeutique.
Alors, je ne vais pas aller dans les détails sur cette diapositive parce qu'elle est vraiment très lourde, mais c'était juste pour vous dire que là, nous avons deux disciplines qui se sont nourries l'une avec l'autre, l'immunologie et la nanomédecine. Et depuis 1961 jusqu'à 2019, et bien évidemment, je ne mets pas ici 2020 et 2021, c'est vraiment un ping-pong qui a eu avec l'immunologie et la nanomédecine qui a permis une amélioration et un établissement de cet ARN messager en thérapie. La structure chimique de cet ARN, donc vous le voyez, notre ADN qui est en double brin. Ici, l'ARN messager est en simple brin, cependant, il existe dans sa structure quelques parties qui sont aussi en double brin. Ça, il ne faut pas l'oublier. La différence entre un ARN et un ADN, c'est effectivement au niveau du ribose, des motifs qui le composent, où ici, vous avez une forme hydroxy et en ADN 2'-déoxy. Cette ARN messager, elle est très stable in vitro lorsque le milieu est dépourvu d'enzymes de dégradation qu'on appelle ribonucléase. Sur cette diapositive, je vous montre la stabilité en fonction du temps à pH neutre, 7,4, à température ambiante. Et ici, vous le voyez, lorsque le pH est basique, vous avez une dégradation. Il faut aussi noter que, bien évidemment, en fonction des types de tampons ou de milieux dans lesquels on le met, on arrive à le conserver plus ou moins. Et même nous et d'autres collègues également, on essaie de trouver le tampon qui permet de garder cet ARN messager beaucoup plus longtemps à température ambiante. Ce qui est intéressant, c'est que la lyophilisation de cette molécule permet de la garder, et lorsqu'on le resuspend, il n'y a pas de perte d'activité. La structure de cet ARN messager est très importante parce que de cette structure va dépendre la stabilité et l'efficacité de la traduction. Donc, on a ici la molécule de manière schématique. Il y a deux extrémités, 5' et 3'. Et dans l'extrémité 5', nous avons une première partie qu'on appelle la coiffe ou cap en anglais. Cette coiffe, elle est très importante parce qu'elle est essentielle pour permettre à l'ARN messager d'être traduit efficacement dans les ribosomes, la machinerie de traduction, et elle contribue également à la stabilité de cet ARN messager en protégeant contre les dégradations par les nucléases. Ensuite, nous allons avoir une partie qui 5' non traduite. Cette partie 5' non traduite, et je vais aller tout de suite à la partie 3' non traduite qui est en vert ici, ce sont des séquences qui sont très importantes en amont et en aval de la séquence codante de notre gène d'intérêt, parce qu'elles contribuent à l'efficacité de la traduction, à la localisation et à la stabilité de l'ARN. Ensuite, nous avons une partie en 3', poly A, très important aussi pour la traduction des protéines et la stabilité, parce que, comme vous le voyez ici, en fait, il y a une boucle qui se forme entre le coiffe et le poly A pour permettre la lecture avec le ribosome. Et bien évidemment, vous avez la séquence codante. Cette séquence codante, actuellement, on sait comment l'optimiser dans différents types de situations, pour différents types de situations. Quels sont les avantages de l'ARN messager par rapport aux deux autres modalités thérapeutiques que nous connaissons? D'abord, par rapport à l'ADN. Déjà, sur ce schéma, bien évidemment, si vous voulez avoir un gain d'expression, c'est-à-dire une expression d'une protéine, vous pouvez soit amener votre protéine, soit amener de l'ADN, c'est-à-dire un gène. Il faut aller dans le noyau ou alors votre ARN messager. Donc déjà, par rapport à l'ADN, si je fais une comparaison, l'importation nucléaire, parce que la machinerie transcriptionnelle se trouve dans le noyau, cette machinerie, cette importation nucléaire est très compliquée pour les cellules différenciées, mais à vrai dire, elle n'est pas nécessaire pour l'ARN messager parce que la machinerie de traduction se trouve dans le cytoplasme. Cet ARN messager a un excellent profil de sécurité, en raison donc de leur incapacité à aller dans le noyau et de s'intégrer dans les génomes de l'hôte. Et en plus, très important, il n'y a pas de gènes issus de bactéries comme pour les plasmides d'ADN. On a également une expression transitoire. C'est la nature même de cet ARN messager.
Bien évidemment, on peut avoir un pic de quelques jours, des fois jusqu'à 14 jours, mais en tous les cas, dans la majorité des cas, on a une expression au maximum 3 à 4 jours. Et bien évidemment, il y a une possibilité d'augmenter cette expression dans des situations bien particulières. Maintenant, par rapport aux protéines recombinantes, eh bien, en fait, nous allons amener la séquence qui permet de produire les protéines. Donc, on va avoir une production in situ de la protéine avec des modifications post-traductionnelles appropriées, c'est-à-dire phosphorylation, glycosylation, sumoylation, tout ce qui est nécessaire. Et il n'est pas aussi nécessaire de purifier cette protéine en évitant beaucoup de problèmes d'agrégation, etc. Si on parle de vaccins, nous avons une production in situ d'antigènes. Tous les épitopes vont être correctement présentés par les molécules présentatrices, le complexe majeur d'histocompatibilité, et je vais y revenir. Et si on voudrait avoir une protéine qui va agir au niveau du cytoplasme, eh bien, évidemment, on aura un approvisionnement facile en intracellulaire. Nous n'avons donc pas de risque pour notre matériel génétique. C'est une des grandes questions, des rumeurs qui a été en fait ébruitée ces temps-ci. Je vous montre ici le cycle du VIH. Le VIH, le virus du sida, c'est un virus à ARN. Bien évidemment, ce virus ARN, comme dans d'autres virus, possède un complexe de préintégration une fois qu'elle rentre dans la cellule. Il faut qu'elle subisse une rétrotranscription grâce à la transcriptase inverse en ADN pour pouvoir aller dans le noyau. Et c'est cette forme d'ADN viral qui va s'intégrer dans le noyau. Ensuite, on a le reste du cycle. Si on regarde la forme de la structure de cette molécule, vous voyez que nous avons ici une séquence qui s'appelle LTR dans les deux bouts. Très important, c'est à la suite de changement de l'ARN en ADN, très important pour permettre l'intégration dans le virus. Vous voyez très bien, je mets ici en comparaison, que tout ceci n'existe pas dans notre ARN messager, vaccin ou thérapeutique. Donc là, j'ai mis juste un YouTube que le monde a effectué pour justement expliquer que ceci n'est pas possible. Actuellement, la méthode de production se fait par synthèse in vitro. Qu'est-ce que ça veut dire? On a d'abord besoin d'une matrice d'ADN plasmidique. Donc pour cela, nous avons besoin de bactéries, Escherichia coli, dans lesquelles on va transformer pour pouvoir produire notre plasmide d'ADN. Ça va être la matrice. Cette matrice, en fait, dans cette matrice, le gène qui nous intéresse doit avoir un promoteur de bactériophage T7 ou SP6 qui permet de faire cette transcription in vitro. Ça veut dire que nous avons besoin de la matrice, d'une polymérase ARN polymérase, des inhibiteurs de ribonucléase, des pyrophosphatases pour dégrader des pyrophosphates qui sont dans le milieu enzymatique, des cofacteurs de cette polymérase, j'en donne qu'un, et aussi la coiffe, on va en parler. À la suite de ça, vous allez avoir plusieurs purifications, des filtrations, et on aura notre ARN médicament. Je vais m'arrêter sur la coiffe parce que c'est quelque chose qui est très important et on en a beaucoup parlé également. Cette coiffe, c'est une forme de nucléotide, un des motifs de l'ARN qui est au tout début. Et vous le voyez ici, je le schématise en fait très simplement. Quand l'enzyme rajoute, c'est un guanine qui est méthylé qui est en 7'. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici, je le schématise sous forme d'une casquette. Il y a deux possibilités d'orientation. Si, on le voit là, deux parties. S'il se met dans la mauvaise orientation, malheureusement, on n'a pas de protéines parce qu'il n'y a pas de possibilité de rajouter les autres motifs de l'ARN messager. Bien évidemment, s'il est dans la bonne orientation, nous allons avoir une protéine. Dans notre système in vitro, eh bien, hélas, l'ARN polymérase le met au hasard. Et si on ne fait pas attention, 50% de notre ARN messager, en fait, est mal orienté. C'est pour cela que les chimistes ont mis en place une coiffe dans laquelle on a fait une modification de telle sorte à ce que la coiffe, quand on le rajoute, elle se met
automatiquement dans la bonne orientation. Nous étions parmi ceux qui ont montré au tout début, déjà en 2006, qu'effectivement, il y a une importance entre le type de coiffe qu'on utilise, le nombre de polya, pour avoir une meilleure expression de l'ARN. Et ceci, c'est un transfert d'ARN luciférase dans les cellules dendritiques humaines. Ensuite, malgré tout ça, il y a quand même une mauvaise coiffage de l'ARN messager. En 2019, sorti en 2020, TriLink, une des boîtes de biotechnologie spécialistes d'ARN messager, a mis au point une coiffe spécifique qui s'appelle CleanCap One. En fait, c'est une coiffe dans laquelle nous avons une méthylation à cette position et c'est une coiffe qui ressemble beaucoup à la coiffe qui existe dans les cellules humaines. Vous voyez sur cette diapositive ici, en bas, sur cette figure, pardon, que quand on utilise cette fameuse CleanCap One, en fait, on a 99% d'efficacité. Et cette coiffe qui est utilisée pour nos vaccins ARN, et c'est excessivement cher, on va le voir tout à l'heure. Je vais aussi m'arrêter sur la modification. Katalin Karikó a fait beaucoup de travail et a vraiment fait un grand pas, a amené un grand pas pour le champ de l'ARN thérapeutique. Au tout début, quand elle commençait à transfecter, c'est-à-dire à délivrer des ARN messagers à des cellules dendritiques, elle s'apercevait que ça ne marchait pas très bien. Elle a eu l'idée de chercher les structures des différentes ARN messagers issus soit dans le site de différents types de cellules, soit dans le cytosol, soit dans les différents organismes. Et elle a observé qu'effectivement, il y a des modifications. En fait, ces modifications, il y en a une centaine. Je vous montre ici ce qu'elle a observé. Et en fait, on voit que lorsque elle fabrique ces ARN messagers, en présence de ces modifications, et ça, elle l'a commandé à des chimistes, on voit très bien une amélioration de l'expression de ces ARN messagers dans les cellules dendritiques. Et ici, c'est simplement une figure qui vous montre que, en fait, ici, pardon, ça c'est l'amélioration, qu'en fait, l'inhibition de cette traduction, elle est due à la synthèse de TNF-alpha et en fait à un problème d'inflammation. Cette image, juste pour vous montrer que beaucoup de travaux a été effectué après ça, et on a vu des senseurs humains, des molécules qui sont capables de s'activer lorsqu'il y a une invasion de virus qui contient des ARN, et on voit qu'à la fin, en fait, l'activation de ces ARN, de ces molécules, c'est une inhibition de la traduction des protéines. Donc, on le voit sur ces transferts d'ARN messagers. Lorsqu'on utilise un ARN comportant des modifications de nucléotides, un ARN EGFP, de manière très claire, on a une augmentation de l'expression. Donc, nous avons une propriété immunostimulante de l'ARN messager qui peuvent être bénéfiques, mais il faut avoir un équilibre entre la traduction et l'induction de la réponse immunitaire, sinon on va avoir des soucis en termes d'expression et d'immunité. Et bien évidemment, la structure de délivrance peut affecter cette immunogénicité. À partir de ces découvertes, on a donc mis, parmi les plateformes, on a mis l'ARN messager en toute logique, parmi les plateformes de candidats vaccins. Le but, c'est d'atteindre les cellules dendritiques, le chef d'orchestre de l'immunité, d'une cellule immune, chef d'orchestre de l'immunité. Lorsque cette cellule dendritique va exprimer notre ARN, nous allons avoir une expression de l'antigène, une présentation de ces antigènes à des cellules effectrices, activation également d'autres cellules immunes et aussi fabrication de cellules mémoire. Et on va le voir plus tard. L'ARN messager, je vous l'ai dit tout à l'heure, si elle n'est pas protégée, elle peut être dégradée par les nucléases. L'ARN messager, c'est un acide nucléique, donc elle est chargée négativement. Notre membrane, elle est aussi chargée négativement. Donc, bien évidemment, il y a une répulsion automatique de l'internalisation de cet ARN messager. Il faut donc le compacter. Si on le compacte, on le protège et en même temps, on permet l'internalisation dans les cellules dendritiques. C'est l'exemple qui est donné ici. Si ce particule possède des attributs qui permettent le relargage de notre ARN dans le cytosol, cet ARN va pouvoir être traduit et nous allons donc avoir tout un processus qui permet une présentation aux molécules
le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 1, ou alors aux molécules MHC de classe 2, complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2, avec une présentation au niveau des peptides antigéniques, pardon, au niveau de la membrane et une activation des lymphocytes T, CD4 positifs ou CD8. Donc, vous le voyez, c'est très important l'empaquetage de cet ARN messager. Il existe différents types de vecteurs d'ARN messager. Vous avez des liposomes, des polymères, des micelles, et nous, on a mis en place un lipide polymère hybride et des émulsions. Alors, vous avez entendu parler que c'est le LNP, c'est un nanoparticule lipidique qui est utilisé pour nos vaccins ARN messagers. En fait, cet LNP, c'est un vésicule, c'est un liposome dans lequel on a un lipide qui est cationique, ionisable, à pH acide, du cholestérol, un phospholipide qui va en fait permettre de stabiliser, du cholestérol et aussi un lipide qui est pégylé pour permettre de stabiliser dans les fluides biologiques. Pourquoi on a utilisé ces LNP? Il se trouve que ce LNP a été mis en place par Acuitas Thérapeutique et c'est la boîte Adnilam qui a en fait, c'est vraiment qu'il a exploité en 2018 pour l'inhibition de l'expression d'un variant de transthyrétine qui est surexprimé et qui malheureusement entraîne l'amylose héréditaire à la transthyrétine avec des patients qui ont de la polyneuropathie. En 2018, on a eu l'AMM grâce de ce médicament, qu'on appelle Onpatro ou patisiran. Cette lipide nanoparticule, elle est produite en microfluidique. Donc, vous avez un ARN d'un côté, le lipide, et à la fin, on a notre ARN, notre liposome dans lequel on a ici les ARN. Une fois qu'il se trouve en face d'une cellule, on a une internalisation. Et bien évidemment, grâce aux attributs d'échappement des endosomes, on va avoir un relacage dans le cytosol. On arrive maintenant à notre vaccin contre le SARS-CoV-2. Bien évidemment, vous voyez ici, et je pense que tout le monde l'a déjà vu maintes et maintes fois, ce virus SARS-CoV-2 ou COVID-19. On a eu l'avantage, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu une certaine homologie avec SARS-CoV-1 et donc ça a permis d'accélérer en fait les recherches. Il y a au niveau de cette protéine Spike un domaine qui permet la reconnaissance avec le récepteur qui est ACE2 au niveau de la cellule, des cellules pulmonaires et une fois qu'il est reconnu, il va avoir une internalisation. Et bien évidemment, il y a tout le cycle, mais je n'ai pas le temps pour vous en parler. Dès qu'on a eu cette pandémie, plusieurs candidats vaccins ARN ont été proposés. En novembre 2010, je m'excuse pour... En fait, Nick Jackson du CEPI nous a montré qu'il y avait 29 candidats vaccins qui ont été proposés de différents pays, comme vous le voyez ici. Et moi, je vais juste me contenter de vous parler de mRNA 1273 de Moderna, mais plus spécifiquement d'ailleurs de BioNTech, le mRNA BNT 162. Quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de cette mise en place de ce vaccin, on a eu un calendrier qui est accéléré. Ici, c'est le développement traditionnel d'un vaccin, vous le savez tous. On a les études précliniques, ensuite la phase 1 qui dure 2 ans, ensuite on va en phase 2, phase 3, et après toutes les différentes phases pour aller vers l'autorisation, et ça met au moins 15 ans. Ici, on a allé très vite. En fait, on constate qu'au bout de 10 mois ou 18 mois, on est arrivé à la dépôt pour les phases cliniques. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, qu'il y a un chevauchement entre la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Et quand on voit la somme en fait, d'argent qui a été mise pour pouvoir développer tout ça, c'est-à-dire, c'est colossal, c'est que nous n'avons, les compagnies n'ont pas entendu les résultats des phases 1 pour lancer différents types de candidats, comme on fait d'habitude. Clairement, du 12 janvier 2020, lorsque la séquence du Covid-19 a été donnée par les Chinois,
Au bout de 9 jours, Moderna, et au bout de 9 semaines, pardon, au bout de 18 semaines, Pfizer et BioNTech, ils ont fait leur ARN messager. Et ils ont déjà commencé à faire la phase 1. Le premier introduction, en fait, le premier sujet a été commencé au mois de mars pour Moderna, au mois de mai pour Pfizer, et au mois de juillet, on a démarré la phase 3. Et le 9 novembre, on avait eu, lors de notre conférence sur les ARN messagers thérapeutiques, Ugur Sahin a annoncé que ça y est, il lance, c'est accepté lance la validation par le FDA. Donc, si on regarde les caractéristiques de ces formulations, vous allez voir que aussi bien le BioNTech et le Moderna, en fait, on a le même type de composition. Ce sont des LNP. Enfin, on a profité de l'autorisation par le marché de siRNA sous forme LNP d'Anilam. Ça a permis quand même d'accélérer les choses. Les lipides de BioNTech sont ici. Ce sont des lipides issus d'Acuitas, provenant d'Acuitas, le même qui a fait Onpatro ou Patisiran. Moderna a un lipide cationique qui est spécifique, dont il ne dit pas, qu'on ne délivre pas la composition. Mais en tout cas, ils ont tous des lipides pegylés et ils ont tous du cholestérol et ils ont également du sucre pour pouvoir stabiliser. Et vous voyez, vous le savez tous, hein, les conditions d'utilisation de ces molécules. Nous faisons une injection intramusculaire pour pouvoir faire cette vaccination. Pourquoi? L'idée, c'est lorsqu'on injecte au niveau du muscle, nous allons avoir l'expression de cet ARN messager qui va pouvoir le présenter à des cellules immunes résidentes, telles que les cellules dendritiques, les macrophages, et vous allez avoir aussi une possibilité de transfection de ces cellules immunes qui sont résidentes. Possibilité de transport à la fois de notre nanoparticule de lipides ou des cellules vers les ganglions lymphatiques et après une activation des lymphocytes B, lymphocytes T, et donc production d'anticorps grâce à l'activation de ces B en plasmocytes et bien sûr production de lymphocytes T cytotoxiques ou T auxiliaires et donc production de la réponse immunitaire. Je vais parler maintenant quelques résultats qui ont été montrés par Ugur Sahin. Donc, ils ont mis en place avec Pfizer 3 types d'ARN messagers. Un contre la sous-unité RBD, qui est sous forme non modifiée, une autre modifiée, et le 162B2, qui est en faire la forme entière, intègre de la protéine Spike, sauf qu'ils ont muté 2 protéines qui entraînent un peu la déstabilisation de cette protéine. Et une autre forme qui est une auto-amplification, je vais en parler un peu plus tard. Les évaluations précliniques ont été lancées avec les 2 types d'ARN messager, le RBD, ceux qui codent le RBD et ceux qui codent pour toute la protéine Spike. Et on le voit ici, qu'il y a eu chez la souris, on a observé après 5 microgrammes d'administration intramusculaire, déjà une production d'immunoglobuline qui est capable de reconnaître Spike. Ici pour les 2 types d'ARN messager. Le sérum a été utilisé pour voir si on avait une possibilité de neutralisation des pseudovirus. On le voit encore ici avec différentes doses, qu'effectivement à 5 microgrammes, pour les 2 formes, on a eu une certaine, très bonne neutralisation des virus. Ici, ce sont des résultats qui ont été obtenus juste après juste une seule injection de vaccin ARN. Au bout de 2 boosts, ils ont regardé l'induction de réponse immune et ils ont observé que c'est une induction de réponse de type TH1, c'est-à-dire qu'il y avait la fabrication de lymphocytes T auxiliaires spécifiques, en fait, des protéines Spike. Donc ici, c'est le peptide issu de Spike. CD8, CD4 et CD8 positif, avec la production d'interféron gamma, qui est le readout
de cela. Et lorsqu'ils ont récupéré aussi au bout de 12 jours, ils ont regardé les différents types de cytokines qui démontrent en fait l'efficacité de la réponse immune, on constate une production d'interféron gamma, d'interleukine 2, dans les deux cas, et pas du tout d'autres types de cytokines pro-inflammatoires qui peuvent avoir des problèmes en termes de réponse immune, en termes de vaccination. Ils ont donc choisi le BNT 162B2 parce que ça leur donnait une meilleure efficacité. Quand les essais ont été lancés, je vous montre ici les résultats de la fixation des anticorps qui ont été obtenus à partir de participants, soit de tranches d'âge 18 à 55 ou 65 à 85, avec différentes doses, 10, 20, 30. On le voit après les deux boosts qu'effectivement, on a une augmentation et une d'anticorps qui est capable, des IgG d'ailleurs, capable de fixer Spike. Et ce, pour les deux types d'ARN messager, et également pour les tranches d'âge 65 et 85. Ils ont choisi le BNT 162B2 parce que quand ils ont regardé en termes d'effets secondaires, c'est celui-là qui avait un peu moins d'effets par rapport au BNT 162B1. La neutralisation également a été regardée, bien évidemment, et on le voit aussi une neutralisation en fonction des doses, mais le 30 microgrammes était le meilleur en termes d'efficacité. Deux types d'âge, et on le voit également que même s'il y a une certaine diminution lorsque les patients étaient âgés, cette capacité de neutralisation, elle était quand même significative, et on le voit ici par rapport à un sérum en noir issu de convalescents. Ce qui a été très important également de voir qu'il y a une neutralisation des souches variantes du SRAS-CoV-2 après la deuxième dose du vaccin. Là, je vous ai montré un résultat qui a été récemment sorti il y a presque 5 jours. Vous voyez effectivement que les différents types de variants connus à l'heure actuelle, on a aussi une neutralisation grâce au sérum issu de ces patients. Donc voici le mode d'action des vaccins à ARN messager. Il est formulé sous forme de LNP, internalisé dans la cellule dendritique, exprimé, présenté au niveau des MHC, et vous avez donc l'activation des lymphocytes T, CD4 auxiliaires qui va activer les lymphocytes B, qui vont devenir plasmocytes et synthétiser des anticorps, et dans ces anticorps, on a les anticorps neutralisant le virus. On a aussi une présentation au niveau du MHC de classe 1, présentation au récepteur T, CD8 positif, cytotoxique, élimination des cellules infectées. De manière très importante, il a été démontré la présence de cellules mémoire à la fois T et B lors de cette vaccination. Pour le reste de mon temps, je vais vous parler de la production de ces vaccins ARN, parce que bien évidemment, on sait actuellement le problème qui est autour de ça. Je vais me consacrer bien évidemment à Moderna et à BioNTech. Pour avoir, il y a différents types de plateformes de production qui ont été mis en place. Il faut donc avoir le plasmide, il faut produire ces plasmides, purifier ces plasmides, faire notre transcription in vitro, purifier l'ARN messager avec différents types de purification et puis aller jusqu'à la formulation. Pour avoir 1 milliard de doses, 100 kg d'ARN messager pour Moderna, on a besoin de 60 000 litres. Pour 30 kg pour BioNTech, 6 000 litres. Il faut approvisionner les composants, le CleanCap, la fameuse COAP, les nucléotides modifiés et les enzymes. Le coût de certains produits, et là je vous donne la COAP, il est estimé, en clair, il y a 10 000 $ par gramme, ce fameux CleanCap. Et il faut aussi savoir qu'il y a une perte de rendement grâce après toute cette purification entre 20 et 50%. Les usines de production sont montrées ici, assez peu finalement si on voit bien, mais ça commence à beaucoup d'argent a été mis pour pouvoir augmenter ces plateformes. Vous avez des biotech comme Trilink, New England Biolabs, Lonza, Catalent, Pfizer en Belgique, mais aussi en Allemagne, ont donc été mobilisés, augmentés
pour pouvoir faire cette production. La purification a été prise par Sartorius, Thermo Fisher, et les fameux LNP, les composants lipidiques produits par Merck et Evonik, Dermapharm en Allemagne, Aquitas Therapeutics en Canada, Polymnum Scientific en Autriche, et bien évidemment, et bien sûr, j'ai su que Delpharm va pouvoir produire ces aérons messagers à côté de chez nous. Quand on regarde ce qui a été mis en fait en face pour pouvoir produire tous ces ARN, je montre parce que c'est le seul que j'ai pu avoir. Pfizer, bien sûr, ils ont fait une collaboration avec la Chine. Là, on voit tout de suite qu'il y a eu 185 millions que BioNTech a reçus pour mettre tout ça. Ensuite, il y a eu une deuxième levée qui est à 563 millions. Et Fosun Pharma, c'est la boîte de biotech en Chine, hein, avec laquelle ils ont développé cet ARN messager. En Allemagne, ils ont mis en Marburg, a mis en place vraiment de capacités de production avec des 750 millions de doses, c'est ce qu'ils essayent d'avoir. Tout a été mis en place et accéléré en très peu de temps pour pouvoir faire face à cette pandémie. Le prix de dose des vaccins, connu à ce jour, Moderna est de 25 dollars, 33 dollars, pardon, 25 pounds. Pfizer, 20 dollars. Quand on voit les vecteurs viraux, 3 dollars. Et Gamaleya, ce Sputnik V aussi un vecteur viraux, est à 7 à 10 dollars. Bien évidemment, ce coût est réel et pose un problème. Je montre donc ici une sorte de résumé. Cette transcription in vitro était très bien parce que ça a permis d'accélérer la production. Mais vous voyez que la manufacture, elle est complexe. Le coût est élevé et on a une certaine dépendance en consommables et en réactifs, notamment les enzymes combinantes, les nucléosides modifiés, mais aussi la coiffe spécifique. Nous, au laboratoire, et grâce à l'ARD 2020 biomédicaments et le financement du Centre Val-de-Loire, on a mis en place une alternative de bioproduction comme technologie de rupture, que nous avons en fait pu breveter en 2017 et pris en worldwide en 2018. L'idée, c'est de faire une ingénierie, produire dans une cellule, faire une purification et une extraction intégrée et avoir toutes les modifications endogènes de notre ARN messager. Donc, la cellule, c'est une cellule usine avec une croissance rapide, durable et rentable. Mais bien évidemment, tout ceci, quand vous voyez l'argent qui a été mis en place pour développer cette transcription in vitro, on est bien loin de tout cela. En tout cas, nous nous y mettons toutes nos forces. Le but, c'est de réduire la dépendance à l'approvisionnement, contribuer à l'amélioration des rendements et à la maîtrise des coûts de production pour avoir un accès facilité pour un plus grand nombre de patients. Si j'en crois aux différents contacts que j'ai, j'espère vraiment que ce que nous sommes en train de faire est intéressant, même si c'est bien évidemment challenging comme toute technologie de rupture. Je termine par les applications thérapeutiques des ARN messagers. Vous voyez, en une bonne partie, c'est immunologique, mais on sait aussi que ça peut être utilisé pour remplacer des protéines, faire l'ingénierie génomique et la reprogrammation. Le marché est colossal. Il a été estimé à 14 milliards en 2026, ça c'était en 2019, actuellement est estimé à 35 milliards de dollars. Je montre juste que nous, dès 2007, on a proposé la possibilité de faire une injection intraveineuse. Et c'est grâce à ce papier-là, plus un autre dans lequel nous avons montré qu'en utilisant un ARN messager qui code pour MART1, un antigène de mélanome, on était capable de réduire la croissance de la tumeur. Ensuite, on a ciblé notre formulation et ça a encore amélioré notre vaccination. Là, Ugur Sahin et toute son équipe nous a invités pour discuter de la faisabilité, comment faire pour aller un peu plus loin par rapport à ça. Et franchement, ce sont des gens fantastiques avec une certaine intelligence et une certaine humilité que moi je salue et je leur serai, je suis vraiment très reconnaissante de leur support.
Ensuite, nous avons fait une collaboration avec Eterna, où on a démontré qu'effectivement, notre formulation est capable d'éradiquer de manière thérapeutique. Cette fois-ci, on ne fait pas de vaccination, on implante et on traite. Et vous le voyez que cette tumeur ne croît pas du tout comparé aux autres types de formulations sous forme liposome, ici en vert, ou le contrôle, bien sûr, les souris non traitées. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, notre formulation est capable de marcher même si on utilise des ARN modifiés. Donc, on réduit l'inflammation, mais elle est quand même immunogénique. On peut aussi utiliser ces ARN messagers pour produire des anticorps bispécifiques à l'intérieur in vivo. Bien évidemment, vous allez voir, ce sont tous majoritairement des travaux d'Ugur Sahin et d'Özlem Türeci, sa femme, de BioNTech. Ici, en 2017, ils ont montré qu'ils pouvaient faire des anticorps bispécifiques pour recruter des cellules T cytotoxiques vers les cellules tumorales et induire la lyse. Donc là, je vous montre, je ne vais pas aller dans les détails, mais certains d'entre vous sont encore beaucoup plus meilleurs que moi dans ce domaine. Donc, ils ont fait exprimer, en fait, un ARN qui code à la fois pour la séquence codante de CD3 et du Claudine 6, c'était l'antigène de target. Et en fait, ils ont montré, c'était dans des souris transgéniques, souris immunodéficientes, ils ont montré qu'il y a effectivement une véritable réduction de la volume tumoral lorsqu'ils ont fait une injection intrapéritonéale de leur ARN messager qui code pour le ribomab, cet anticorps bispécifique, de manière différente. En fait, ils constatent que dans les souris non traitées et aussi les souris qui ont été traitées avec des protéines recombinantes, avec les mêmes doses, hein, on voit que ça ne marchait pas. En 2020, en septembre, Sahin et son groupe a déjà lancé, a sorti un premier résultat de leur vaccin ARN combiné à un inhibiteur de checkpoint. Là, vous avez une combinaison de plusieurs types d'antigènes tumoraux injectés chez des patients. Ce sont des patients qui ont des mélanomes avancés. Je n'ai pas le temps pour aller dans les détails, mais vous avez ici les références. Ce qui a été démontré, c'est qu'à 100 microgrammes, ils ont obtenu une forte production d'interféron gamma et on le voit aussi, une réduction, comme on le voit ici en fait, de volume tumoral comparé au contrôle et ceci combiné au pembrolizumab. Enfin, on peut aussi utiliser cet ARN messager pour produire des protéines. C'est Cataline Carrico qui a démarré en 2019. Là, c'est l'EPO. Et on le voit, il lui fallait quand même plusieurs injections pour maintenir l'expression de cette protéine. Et bien évidemment, elle a démontré que l'ARN modifié était meilleur. Et cet ARN modifié permet de ne pas induire la production d'interféron gamma qui est pro-inflammatoire. Nous avons proposé de faire une production de BMP2, un facteur de croissance pour la régénération osseuse. C'est un travail que nous avons fait avec Hervé Petite, B3OA, laboratoire mixte INSERM CNRS à Paris. Et actuellement, vous le voyez, en fait, on a démontré qu'on était capable d'induire la production de calcium à partir des cellules souches. On a aussi empaqueté notre formulation dans un scaffold et on les a implantés et on a montré la formation d'os au niveau de cet implant. Actuellement, on a un projet pour appliquer ceci à de larges fractures osseuses non soudées et ceci, c'est en collaboration avec Pierre Weiss à Nantes. Est-ce possible d'augmenter et d'étendre l'expression d'un ARN messager? Oui.
on peut utiliser ce qu'on appelle un ARN auto-amplifiant ou self-amplifying RNA ou répliquant ARN. On s'inspire du virus et l'idée, c'est coder dans notre structure, je suis navrée pour ce qui se passe là, en fait, en même temps, on va coder pour des réplicases et ces réplicases sont capables d'amplifier l'ARN messager. Et on a donc une augmentation de l'expression de la protéine et un prolongement de cette expression, comme on le voit ici, avec l'ARN de la luciférase. Ça, c'est en fonction du temps. Conclusion, l'ARN messager, j'espère que vous êtes convaincus, c'est une modalité thérapeutique qui est révolutionnaire et prometteuse. La quantité à délivrer est au moins 50 à 100 fois moins que les protéines recombinantes. Il faut optimiser la séquence et la formulation pour son application à grande échelle. Bien évidemment, on peut induire une stimulation du système immunitaire conduisant à une réduction de sa traduction. Et cette réactivité, on peut le réduire en ajoutant des nucléosides modifiés. Le peu de reste d'immunogénicité est suffisant pour induire une vaccination sans ajout d'adjuvant. Les vaccins que nous avons aujourd'hui ont une efficacité quand même très importante, de 94 à 95%, pour les gens plus de 65 ans avec une diminution de leur système immunitaire, production d'anticorps neutralisants et une mémoire immunologique. Pour des applications non immunologiques, il y a des challenges, bien évidemment. Il faut trouver des stratégies pour les rendre non inflammatoires, prolonger leur expression. Beaucoup de travaux sont en cours, soit on utilise les ARN auto-amplifiants, ou alors on co-exprime des protéines inhibitrices des senseurs moléculaires humains qui sont dans nos cellules. La stabilité et le coût de ces formulations sont les vrais challenges à lever pour une démocratisation de l'utilisation des ARN vaccins et des ARN thérapeutiques. Et je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention et juste vous dire que même si tout est difficile à l'heure actuelle, j'aime beaucoup cette poétesse américaine qui s'appelle Maya Angelou. Elle dit que si Dieu a mis des arcs-en-ciel dans les nuages, pour chacun de nous, c'est que pour qu'on voit que dans les moments les plus sombres, les plus redoutés, il y a toujours de l'espoir. Merci beaucoup. Merci Chantal, merci pour cet exposé très clair et didactique. Je vous propose qu'on passe maintenant aux questions. J'ai vu que Hervé Battier avait effectivement une question et je vois que maintenant il est en ligne. Je vous laisse poser votre question, Hervé. Oui, merci Charlie, merci Chantal pour cet exposé. C'est toujours bon de reprendre les fondamentaux, ça fait pas de mal. Et tu nous apportes énormément d'éléments, merci beaucoup. J'ai toujours une question sur la nature des deux enzymes qu'on doit mettre pour faire la transcription in vitro. Si j'ai bien compris, il en faut deux, la RN polymérase et la pyrophosphatase. Quelle est la nature de ces deux enzymes? D'où viennent-elles? De quelle espèce, entre autres, ou de quelle cellule? Et puis, en pratique, est-ce que ce sont des protéines qu'on extrait d'organismes ou est-ce qu'on est obligé de les faire sous forme recombinante? Et est-ce que c'est un goulet d'étranglement sur la production? Merci. Bonjour Hervé. Oui, alors tu as raison. D'abord, je dis que c'est le vrai goulet, enfin, c'est un des goulets d'étranglement pour la production. La nature de ces enzymes, en fait, c'est mystérieux. Mystérieux, parce qu'on ne nous dit pas tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a ceux qui le produisent à partir de cellules usines, donc la levure, ou même en fait, c'est personne. Enfin, jusqu'à présent, j'essaie de voir, mais on ne nous dit pas. Et même dans les brevets? Même dans les brevets, moi, en fait, non, dans les brevets, on ne nous dit pas, surtout pas. Tu sais pourquoi? Parce que comme on clame que c'est une production purement synthétique qui n'a pas besoin de cellules, forcément, ils ne vont pas dire que les enzymes sont issues de cellules usines.
bien évidemment. Et tu penses qu'elles sont plutôt produites plutôt que recombinantes? Je pense que ce Plutôt sont extraites, quoi. Enfin, juste. je pense que, enfin, moi, je pense que ce sont des, enfin, je pense qu'il y a les deux en fait. À la fois, ils produisent et ils extraient, parce que avec toute la nécessité, enfin, c'est tellement, on en a tellement besoin de beaucoup. Mais je sais qu'il y a enfin, je peux pas le dire, mais il y a des boîtes pharmaceutiques qui le produisent à partir de levure. Voilà. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, et ces enzymes, il faut les renouveler régulièrement ou finalement, c'est un système qui fonctionne c'est-à-dire que quand on fait la production, en fait, on est obligé, un peu comme quand on fait une production de protéines à partir de cellusine, est-ce qu'on est obligé de lancer et on récolte au bout d'un moment, ou on a un système qui finalement tourne tout le temps, quoi? Parce que la matrice ADN, on peut la transcrire autant de fois qu'on veut, les enzymes, elles sont censées fonctionner plein de fois. Euh, Pour le moment, en termes alors comment ils appellent ça, durabilité ou rentabilité, encore une fois, on ne sait pas parce que ce qui est connu, c'est que la, la récupération, on va dire ça comme ça, la récupération des matières, hein, c'est de l'ordre de 0,8 fois. Donc, ça veut dire que, effectivement, c'est renouvelé assez souvent. Bah, c'est ça ce qu'ils annoncent, c'est entre 0,8. Donc, c'est renouvelé. Il y a des projets de recherche à l'heure actuelle où on essaye de mettre au point en telle sorte à ce que l'enzyme, enfin, dans un circuit, l'enzyme peut être en fait présentée et on peut le réutiliser. Mais vraiment, je ne peux pas, je n'en ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, donc je ne peux pas trop m'étendre sur ça. Et dernière question, si tu me permets, Charlie, puisque j'ai la parole, je continue. Dans ton système que tu imagines en production dans des cellules, j'imagine que tu ne vas pas pouvoir mettre de nucléotides modifiés. Non. En tout cas, ça va être compliqué si on commence à en Non. mettre, ça risque de perturber les choses. Justement, l'un des résultats que nous, on a montré et pourquoi on a choisi notre cellule usine, c'est qu'en fait, on a une modification de nucléotides de manière endogène. Et j'ai montré tout à l'heure que nous avons une conservation de ces nucléosides modifiés dans les espèces, en tout cas dans la reine eucaryote. Et c'est ça qui est très intéressant. D'accord? Et donc, nous, alors, bien évidemment, avec ces vaccins ARN messagers, comme notre brevet a été publié, j'ai pas mal de contacts issus de différentes personnes d'Israël, de Chine, etc. Ce qui les intéresse, c'est vraiment ça. C'est de se dire, on va avoir une modification endogène et donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. D'accord. Mais en fait, oui, il y aura quand même modification des nucléotides parce qu'il y en a naturellement et on n'a pas besoin de la reproduire, donc on n'a pas besoin non plus de la synthétiser finalement. Exactement. C'est pour ça que il y a une rentabilité et une réduction de coûts. Et la coiffe aussi, forcément, elle est plus naturelle. Exactement. Et on ne force pas à mettre les mêmes nucléosides, une modification de nucléosides, elle se fait de manière naturelle. Et je crois que c'est ça qui fait la différence avec les enzymes, enfin les ions messagers produits in vitro. D'accord. Bon, je vais arrêter, sinon c'est la parole à d'autres. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être que j'ai vu quelqu'un qui s'est connecté, peut-être que cette personne souhaitait poser une question. On avait une remarque de Claude Lepotier sur la commercialisation des lipides par Merck. Oui. Oui. C'est quoi la remarque? C'était l'information, justement. Pour information, Merck fabrique et commercialise ces lipides. Oui, parce que je crois que je l'ai dit dans ma présentation. Effectivement, oui. D'accord. Oui. Je l'ai mis dans ma présentation. D'accord.
Alors, moi, je ne sais pas s'il y a je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, moi, j'ai une question à poser aux collègues de Paul Pharma, s'ils sont là. Ah, existe-t-il un risque de maladie auto-immune en lien avec… J'arrive pas à Un le… mauvais adressage. avec un mauvais adressage. Alors, je vais essayer de… Ça veut dire, en fait, si j'essaie de comprendre cette question, moi, j'aurais… étant donné, peut-être pour mieux dire les choses, on va choisir un ARN qui nous intéresse, qui est censé, dans la séquence, en fait, va être codé pour produire un antigène ou une molécule dont on sait qu'il faut induire la réponse immunitaire. Je ne sais pas quel adressage, il faut juste que… Qu'est-ce que vous voulez dire par… en lien avec un mauvais adressage? Je n'arrive pas, en fait, à saisir cette question. Pour le moment… Je vais prendre la parole et je vais vous expliquer de vive voix. Ce sera plus facile. Dans votre présentation, vous avez expliqué que donc les ARN se retrouvaient dans le cytoplasme, subissaient la traduction, que la protéine était redirigée, enfin les antigènes en tout cas, étaient redirigés vers le complexe CMH classe 2. Est-ce qu'il est possible, dans tout ce mécanisme, que ces antigènes soient plutôt exprimés à la surface des cellules? En particulier, c'est le lien avec le fait qu'on puisse intégrer ces séquences à des cellules musculaires, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ces antigènes se retrouvent à la surface des membranes des cellules musculaires et que du coup, ces cellules musculaires ne soient plus reconnues par notre système ou soient reconnues comme étrangères? Oui, très bien. Alors, merci. Ce qui n'a pas été dit ici et ce qui n'a pas été détaillé, c'est que quand nous faisons notre production d'ARN messager, la séquence, on utilise des séquences de ciblage. Des séquences de ciblage vers le MHC, vous savez, pour aller, par exemple, pour permettre leur processine au niveau du pour améliorer leur processine au niveau du protéasome, ou alors pour aller vers le compartiment classe 2. Donc, le risque que ça s'exprime au niveau de la membrane, on ne met pas du tout, si vous voulez, une séquence d'adressage membranaire. Donc, ce risque-là, je dirais, c'est pratique, c'est presque zéro. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. C'est très clair. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Alors, je vois qu'on a beaucoup de compliments sur cette présentation, très pédagogique, très didactique. Est-ce que j'ai une autre question, j'en profiter. Allez-y. J'ai une autre question. Est-ce que ça veut dire que cette technologie-là, ARN messager, pourrait venir à remplacer tous les vaccins antigéniques classiques, par exemple la grippe, on va en prendre un très connu? Alors, ça, c'est une question qui est posée, reposée beaucoup. Moi, je dirais que même si cette modalité, elle est quand même très intéressante, je ne suis pas certaine, vraiment, et là, je pense que mes collègues, ils ne seront pas très contents quand ils m'entendent, mais bon, ils parlent tous anglais, donc ils ne parlent pas français, donc ce n'est pas grave. Je ne suis pas certaine qu'on aura… on va changer, on va modifier, on va produire des vaccins qui existent déjà, qui sont déjà, qu'on utilise par un vaccin ARN messager. Le vaccin contre la grippe, ce que nous sommes en train de faire, c'est essayer de trouver un vaccin universel, hein, c'est-à-dire produit à partir de l'ARN messager. Voyez ce qui se passe avec le SARS-CoV-2 là. Quand on voit la reconnaissance en fait des anticorps
par rapport aux différents types de mutants. Ce qu'on espère, c'est que si on fait un pool d'ARN messager qui code pour différents types de protéines du virus de l'influenza, on va faire ce qu'on appelle un vaccin universel. C'est le seul, pour moi, si on arrive à faire ça, ce serait le seul moyen pour pouvoir changer notre modalité vaccinale en vaccin ARN messager. Les autres types de vaccins qui existent déjà, je ne crois pas qu'on va le changer. Déjà, vous avez vu, c'est quand même cher. Mais en tous les cas, pour d'autres pandémies, et j'espère pas du tout, on a maintenant dans nos mains une modalité vaccinale qui est quand même rapide, qui nous permet d'aller vite vers la production d'un vaccin spécifique. Voilà, j'espère si. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est très très clair. Mais du coup, ça veut dire que pour être quelque chose qu'on pourrait développer, par exemple, contre le paludisme, pour lequel il n'y a pas grand-chose aujourd'hui de disponible. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Oui, ça veut dire qu'on pourrait peut-être envisager ceci pour le paludisme. Il y a, bien évidemment, vous avez raison, il y a des groupes pharmaceutiques qui sont en train de chercher cela pour le malaria. Oui, exactement. Merci beaucoup. Il faut réduire le coût. Oui, il faut réduire le coût, oui, parce que ce n'est pas très accessible. Bien, si quelqu'un a une autre question. On a d'autres commentaires, de remerciements pour cette présentation. Très bien. Bon, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette conférence. Je vois que oui, des gens quittent la réunion. Très bien. Moi, je vous propose de clore cette webconférence. Ah, on a quelqu'un qui se connecte. Vous souhaitez intervenir? J'ai Selma Josso qui vient de... Non, d'accord. Bon. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Chantal d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir fait partager cette webconférence. Merci à tous pour votre participation. Francis, tu souhaites peut-être... je vois que... Oui, non, c'est tout. Je voulais remercier tout le monde de cette présence. Merci Chantal pour cette présentation qui était très, très intéressante. Et puis, j'espère que vous aurez un peu de temps pour profiter du soleil qui brille dehors. Bon courage à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais vraiment remercier tout le monde d'avoir écouté et j'espère que cette fois-ci, vous êtes convaincus de ces ARN messagers thérapeutiques qui me tient tellement à cœur. Merci. Merci beaucoup, Chantal. Merci, Francis. Merci, Charlie. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.